Aujourd'hui, nous avons tous un appareil qui nous permet de prendre des photos. C'est devenu quelque chose de banal et à la portée de tous. Enfin, techniquement en tout cas. Le procédé semble assez simple. Il suffit d'exposer à la lumière une surface photosensible, ça veut dire sensible à la lumière, pendant une durée limitée, et le tour est joué. C'est une trouvaille qui a été faite il y a plus ou moins 150 ans parce qu'on n'y avait jamais pensé avant vu qu'il y avait des peintres. Eh ben pas du tout. Pour en arriver à Snapchat, le chemin a été long, et même bien plus long que ce qu'on imagine. Déjà à l'Antiquité, Aristote connaît et mentionne plusieurs fois la chambre noire. Une chambre noire est une boîte dans laquelle on a fait un tout petit trou qu'on appelle sténopée sur l'une des parois. Si le sténopée est suffisamment petit, on obtient sur la paroi opposée une image renversée de la scène extérieure. À ce moment-là, les Grecs ont fait comme Nokia quand l'iPhone est sorti et ils ne cherchent pas à aller plus loin. Pour eux, c'est juste un phénomène naturel. En plus, c'est une époque où on ne comprend pas très bien la lumière et la vision. Certains intellectuels de l'école de Pythagore croient en la théorie du feu visuel, c'est-à-dire que la lumière part de l'œil pour reconnaître des objets, rebondit et revient à l'œil, un peu comme Cyclope dans X-Men. Ils prouvent ça en disant quand tu fermes les yeux, tu vois plus rien. C'est parce que les rayons lumineux ne savent pas sortir. À l'aube du premier millénaire, dans ce qui est maintenant l'Irak, c'est le scientifique Alazen qui applique le principe de la chambre noire pour prouver que la lumière se déplace en ligne droite. Il prouve aussi que la lumière provient d'une source lumineuse et non pas de l'œil, rebondit sur un objet avant de percuter notre rétine. On peut dire que c'est à ce moment-là que l'appareil photo en tant que tel a été créé, mais encore une fois on ne cherche pas à fixer l'image. Grâce à ses immenses recherches, Alazen est considéré comme le père de l'optique moderne. À la Renaissance, De Vinci compare la chambre noire à l'œil humain, mais le mystère reste complet en ce qui concerne l'image renversée. Il n'imagine à aucun moment que c'est le cerveau qui corrige l'image en la redressant. Au même moment, on se dit que le travail des topographes serait plus rapide et plus précis s'ils pouvaient décalquer la réalité. Du coup, on leur fabrique des chambres noires portables. On peut donc en déduire que la première photographie a été dessinée. Bon, qu'on se le dise, la chambre noire a un gros défaut. Pour que l'image projetée soit la plus nette possible, la taille du sténopée doit être la plus petite possible. Mais du coup, il y a très peu de lumière qui entre et on n'y voit pas grand chose. Agrandir un tout petit peu le trou laisse rentrer plus de lumière, mais l'image est de plus en plus floue. Mais ça, c'était sans compter sur l'intervention de Daniel Barbaro en 1568. Il équipe la chambre noire d'une lentille qui laisse passer plus de lumière pour une image projetée plus lumineuse et plus nette. Le père Scheiner ajoute quant à lui un diaphragme et un miroir à 45 degrés, ce qui en fait l'ancêtre du réflexe. Les artistes de la Renaissance ne maîtrisent pas encore la perspective et s'emparent de cette chambre noire améliorée pour dessiner de façon réaliste. On sait que des artistes comme Vermeer utilisaient aussi la chambre noire pour peindre leurs tableaux, mais ça n'enlève rien du tout à leur incroyable talent. Puis, il y a un mec qui s'est dit ce serait cool de fixer directement cette image sur ma toile. Enfin, ce serait quand même plus facile que de tout décalquer, non? Enfin, je sais pas. T'as pas faim, toi? Je mangerais bien un petit truc, moi. Et paf, l'idée est lancée. Faut qu'on trouve un moyen de fixer cette satanée image. En plus, c'est une époque où on progresse à mort dans la chimie. Les alchimistes qui essaient depuis des siècles de transformer le plomb en or ont remarqué que certains matériaux réagissent à la température ou à la lumière. Tout comme le fer rouille à l'humidité, ils découvrent que la lumière fait noircir le chlorure d'argent, mais... on ne sait pas pourquoi. L'inventeur Jacques Charles profite de cette découverte en 1780 et imbibe à papier de ce chlorure d'argent. Il réussit à figer une image dans une chambre noire. Sauf que dès qu'il a ouvert la porte de cette chambre noire, le résultat s'est effacé instantanément à la lumière. En 1816, Nicéphore Niepce commence ses recherches sur la photographie. Il annonce 8 ans plus tard dans une correspondance à son frère que la réussite est totale. En 1827, il prend une plaque d'étain et l'enduit de bitume de Judée qui durcit à la lumière. Bon, ça durcit super lentement, donc il expose la plaque à la lumière en 10 heures et plusieurs jours. Et là, la première photo du monde est créée, elle ne s'efface pas en quittant la chambre noire. Ouais bon ok, la première fois qu'on voit cette image, on ne sait pas trop quoi en penser. Cette première photo qui s'appelle Point de vue du gras représente la vue de la chambre de Nicéphore Niepce. La plaque est restée tellement longtemps exposée que le soleil a eu le temps d'éclairer le mur de gauche et de droite. Au même moment, Nicéphore doit de la thune à un max de monde. Il se retrouve à la dèche. Il finit par s'associer avec Louis Daguerre. Mais bon, il est quand même pas super chaud à l'idée de partager son invention. En 1833, Nicéphore Niepce meurt et Louis Daguerre améliore la durée d'exposition de quelques heures à quelques minutes. Le daguerréotype est né. Le daguerréotype, c'est le savoir-faire français. Mais c'est aussi une boîte un peu encombrante et des produits chimiques. Il te faut que 30 minutes pour obtenir une image en positif direct et donc impossible à reproduire.
Daguerre, qui ne mentionne nulle part le nom de Nicéphore, fait la démo de l'invention à un député français qui voit directement le potentiel super génial. Du coup, l'État français rachète le brevet de l'invention contre une rente annuelle à Daguerre et au fils du Nicéphore qui s'est manifesté entre-temps. L'État français, qui a la main sur une invention incroyable, décide de faire don du brevet au monde et le succès est au rendez-vous, même si le temps d'exposition en plein soleil est de plus ou moins une demi-heure. C'est d'ailleurs pour ça que sur les photos, les rues semblent toujours vides. Les personnes et les calèches ne sont que de passage et n'ont pas le temps de s'imprimer sur la plaque. La première personne à être immortalisée n'est ni un roi ni un noble, mais un gars qui se fait cirer les pompes par un gamin parce qu'ils ont tenu, sans le savoir, la pose assez longtemps que pour se faire imprimer sur une plaque. Le daguerréotype reste quand même utilisé que par les spécialistes parce qu'il a pas mal d'inconvénients. En plus d'utiliser des produits chimiques, le procédé ne permet de tirer qu'un seul exemplaire et c'est carrément impossible à reproduire. En 1840, Talbot a l'idée d'utiliser le négatif comme copie de tirage et c'est absolument génial. Ça veut dire qu'à partir d'un seul cliché, on peut imprimer autant de photos qu'on veut. La photographie devient un métier, elle devient un moyen d'expression, elle devient un art. Avec une invention aussi cool, t'imagines bien qu'il y a eu un tas de premières fois. John William Draper photographie pour la première fois une femme en 1839. On a paumé les premiers clichés qu'il a fait de son assistante. Du coup, la première photo d'une femme à nous parvenir date de l'année suivante. D'ailleurs, le temps de pause était de 65 secondes. Il n'a pas hésité à tartiner le visage de sa sœur Dorothy de farine pour augmenter le contraste. En Écosse, on a la première photo de buveur de bière datée de 1844. En 1857, on retrouve la plus ancienne photo daguerréotypée qui nous parvient du Japon. Et comme tu l'auras sans doute reconnu, c'est Shimazu Nariakira, un seigneur féodal qui s'intéresse à la technologie. Et ici, la photo prise en 1886 de l'équipe de baseball de Boston. Elle montre le premier doigt d'honneur photographié. Oui, juste là. Fin du siècle, William Rodgun utilise la main de sa femme pour prendre le premier cliché en rayon X. Si les personnes ont en général l'air de tirer la gueule sur les photos, c'est pas parce qu'ils connaissent pas encore Netflix, mais à cause de ce fichu temps de pause. Bah ouais, c'est difficile de ne pas bouger pendant plusieurs minutes dans une position naturelle et décontractée. En plus, l'hygiène dentaire n'est pas spécialement quelque chose qu'on veut mettre en avant. Et là, bim, grosse innovation. En 1868, Charles Cros et Louis Ducos du Haut-Rond posent le brevet de la photographie couleur. Leur idée est de prendre en même temps 3 photos dans les 3 couleurs primaires et de les combiner en studio. En 1903, les frères Lumière créent l'autochrome qui permet de prendre une image couleur à partir d'un seul cliché. Oui, c'est l'horreur. La Première Guerre mondiale éclate. De l'autre côté de l'Atlantique, Kodak joue un grand coup. Il va créer la Vest Pocket avec un format miniaturisé fait pour rentrer dans la poche des uniformes. C'est cet appareil qui va créer le fait de pouvoir couvrir des événements. Les soldats partent au front en emmenant leur patriotisme, leur courage et leur appareil photo. À ce moment-là, la photo est considérée comme totalement objective et véridique. Ce qu'elle témoigne n'est jamais remis en doute. En 1916, la photographie devient majoritaire dans les magazines. L'État français comprend alors le potentiel des images et copie ce que fait déjà l'État allemand. Il faut rassurer la population qui est loin d'être tranchée et faire croire à l'ennemi qui pourrait tomber sur les images que tout va pour le mieux. Pour ça, l'État français met en place un organe de photographe officiel de la guerre chargé de prendre les bonnes photos. Du coup, certains clichés sont censurés parce qu'ils montrent la violence de la guerre et qu'en plus il ne faut surtout pas montrer sans le vouloir une info secrète à l'ennemi. Les images de l'organe officiel ne sont pas suffisamment sensationnelles et ils restent assez peu vus de la population. D'ailleurs, beaucoup de magazines de l'époque comme Le Miroir, l'Illustration ou Le Flambeau se fichent de la censure et rachètent ces photos à prix d'or. La majorité des images consommées par le grand public sont prises par les poilus qui font ça en amateur au front. D'autres photos sont mises en scène. Si ces images ne sont pas des moments pris sur le vif, c'est pour plusieurs raisons, mais surtout parce que c'était méga risqué de prendre des photos sur le No Man's Land avec du matériel qui n'était pas toujours super transportable. Et parce qu'à ce moment-là, la photo a encore besoin de beaucoup de lumière et que les attaques se font à l'aube, à l'aurore ou pendant la nuit. Même si ces images sont de reconstitution, on ne peut quand même pas les considérer comme des faux. Ben ouais, ce ne sont pas des acteurs, mais les soldats eux-mêmes qui rejouent la scène sur le terrain où ils se sont battus 2 heures plus tôt avec le matériel qu'ils utilisent au quotidien. La guerre se termine, la photographie commence à vraiment être au point et à rentrer dans les mœurs. Au début des années 20, les dadaïstes allemands et les constructivistes russes commencent à utiliser la photo sur les affiches en réalisant bien avant Photoshop des photomontages. La suite n'est qu'une évolution de ce qui existe déjà, mais une nouveauté voit le jour en 1948 avec la marque Polaroid qui permet d'imprimer directement un instantané noir et blanc et 15 ans plus tard en couleur. Jusqu'à la fin des années 60, la plupart des photos sont encore prises en noir et blanc alors que la couleur est maîtrisée depuis un paquet d'années. Il n'y a que la publicité qui s'autorise les photos couleur parce qu'elles coûtent plusieurs fois le prix d'une photo noir et blanc. Donc le grand public se contente en général du noir et blanc. Alors que la pellicule couleur commence à se démocratiser, les artistes et le reste de la population ne s'y intéressent pas vraiment. Ils trouvent la photo couleur kitsch et trop commerciale. En 1972, Polaroid sort le modèle SX70 et poursuit l'acceptation de la couleur auprès de la population. 4 ans plus tard, la première exposition de photos couleur au MoMA de New York termine de bousculer les a priori. La photographie connaît encore une première fois en 1992 avec la première photo uploadée sur internet par Tim Berners-Lee.
vie. Ce qui est cool, c'est que l'art contemporain n'a pas oublié les lointaines origines de la caméra obscura. D'ailleurs, l'artiste Abelardo Morel utilise ce procédé et photographie le résultat. Il a même recréé une chambre noire portable. Au 21e siècle, le numérique vient défoncer tout ce qu'on connaît de la photo. Certains géants croient que c'est une mode qui ne durera pas. C'est une pensée qui causera leur perte. Les avantages de la technique sont énormes pour l'utilisateur. Ça nous paraît bête aujourd'hui, mais à partir du même cliché, on peut avoir un modèle couleur ou noir et blanc. On peut changer la sensibilité des ISO d'une photo à l'autre, et on n'est pas obligé de développer la pellicule pour voir ou partager une photo tout en sauvant chaque cliché sur une carte qui peut accueillir non pas 24 ou 36 photos, mais des milliers. Nous avons tous maintenant un appareil photo facile à dégainer de notre poche. Aujourd'hui, on est loin de penser comme au début du 20e siècle. À l'aube des fake news, on sait que la plupart des photos auxquelles nous sommes confrontés sont plus ou moins retouchées. L'histoire que raconte une photo tient dans l'œil du photographe. Rien que le cadrage différent d'un même événement peut raconter une histoire différente. En se démocratisant, la photo a pour beaucoup perdu de sa superbe. Mais peut-on vraiment résumer la photo à l'action de presser un bouton ? Depuis les origines de la photo, son but est resté le même, celui de répondre aux besoins que l'humain a depuis toujours dans son ADN. Figer une image, un moment, un souvenir, témoigner de ses actes et de son passage.